Coucou, on se retrouve pour la lecture des espaces de vie du livre Animaux à protéger de Bernard de Wetter. Alors, on va commencer par le premier lieu d'habitat. Donc, ce sera les forêts tropicales. Page 16. Ici. Alors, les forêts tropicales. Chaque minute, une superficie de forêt tropicale équivalent à celle de 5 à 7 terrains de football disparaît dans le monde. C'est beaucoup. Ceinture verte de la Terre. Les forêts tropicales s'étendaient à l'origine de l'équateur jusqu'aux tropiques comme une ceinture verte de notre planète. Pour se développer, elles dépendent de conditions de température et d'humidité qui ne sont réunies que dans ces régions. C'est un habitat naturel les plus anciens de notre planète. Les forêts de Bornéo, par exemple, ont couvert cette île tropicale depuis près de 100 millions d'années. Divers types de forêts existent sous les tropiques. Celui-ci correspond le mieux à la jungle telle qu'on se l'imagine et la forêt pluviale. Comme son nom l'indique, ce type de forêt est caractérisé par l'abondance des pluies. Réservoir de vie. Les forêts tropicales sont l'habitat naturel terrestre le plus riche en diversité biologique. Certains spécialistes affirment qu'elles abritent la moitié des espèces vivantes de notre planète. La productivité extraordinaire de la végétation permet à une infinité d'espèces animales de prospérer. Les grands animaux y sont proportionnellement rares. Dans certaines forêts d'Amazonie, plus de 95% des animaux présents sont des insectes. Place aux cultures. Depuis des milliers d'années, les habitants des forêts tropicales ont ouvert des clairières pour y établir des cultures. Mais leur faible nombre ne mettait pas en danger l'ensemble de la forêt. Aujourd'hui, avec l'accroissement de la population humaine, les anciennes pratiques agricoles ont cédé la place à des coupes gigantesques qui détruisent des dizaines de milliers d'hectares de forêt pour les remplacer par des cultures industrielles. Culture du soja au Brésil, pâturage pour le bétail en Amérique centrale, plantation de palmiers et d'EVA en Asie du Sud-Est. Alors ensuite, on va réservoir. Alors, les mers et les océans. Berceau de la vie, les mers et les océans couvrent près de 3/4 de la superficie de notre planète. C'est dans ce monde liquide que sont apparues les premières formes élémentaires de vie. À l'heure actuelle, le milieu marin abrite toujours une diversité de vie qui ne trouve pas son équivalent sur la terre ferme. Depuis les créatures microscopiques jusqu'aux plus grands animaux que notre planète ait jamais accueillis, les baleines. La mer a toujours fasciné l'homme. Grâce aux techniques modernes, nous pouvons explorer le monde marin et percer quelques-uns de ses secrets. Mais tant de choses restent à découvrir. L'existence du requin à grande gueule, un squale de plusieurs mètres de long, a été découvert il y a quelques dizaines d'années seulement. Et aujourd'hui encore, certaines espèces de baleines à bec, des cétacés d'une dizaine de mètres de long, ne sont connues que grâce à quelques spécimens échoués sur des plages, sans avoir jamais été observées vivantes. Un trésor limité. Pendant longtemps, l'homme a considéré la mer comme un réservoir inépuisable de ressources dont il pouvait profiter sans aucune limite. N'entendait-on pas dire, il y a quelques dizaines d'années encore, que les mers et les océans du monde pourraient nourrir à l'infini l'humanité tout entière? Les mentalités ont dû changer.
On sait à présent que les richesses de la mer ne sont pas éternelles et que le milieu marin n'est pas en mesure de supporter tous les excès des hommes. Poubelle de l'humanité ? Quoi de plus facile que de se débarrasser de tous nos déchets en mer sans plus se préoccuper des conséquences d'une telle pratique ? On pourrait croire que les immensités marines sont en mesure de digérer tous les déchets des sociétés humaines. Mais c'est une utopie. Les détritus polluent les îles les plus éloignées. Les produits chimiques dangereux se répandent dans les mers polaires, là où pourtant aucune industrie n'existe. Des accords internationaux ont pu limiter ou faire disparaître le rejet et l'incinération en haute mer de déchets très toxiques. Mais aujourd'hui encore, plusieurs nations développées se débarrassent en mer de leurs déchets radioactifs. Le pétrole est une principale source de pollution marine. L'exploitation de puits de pétrole en mer est souvent à l'origine de fuites incontrôlées. Des millions de tonnes d'hydrocarbures proviennent des pétroliers qui nettoient leurs cales en mer. Et ne parlons pas des spectaculaires marées noires, conséquences d'accidents de plus en plus fréquents. Les mers reçoivent chaque année des millions de tonnes de produits chimiques provenant de l'industrie et de l'agriculture et déversés par les fleuves. Le niveau de pollution est parfois tel que les poissons vivants dans ces zones contaminées doivent être déclarés impropres à la consommation humaine. Pas très jolie la photo. Des mers sans poissons. Les poissons de mer ont une source importante de nourriture pour des milliards d'êtres humains. Mais près des 2/3 des principaux stocks de poissons commerciaux dans le monde sont aujourd'hui surexploités. Certaines populations de poissons se sont effondrées au point que les autorités ont dû en interdire la capture. Lorsque les stocks sont vidés dans une mer, les flottes de pêche industrielles se tournent tout simplement vers d'autres horizons. Une fuite en avant sans avenir. C'est ainsi que les pays riches comme le Japon ou l'Union européenne prennent des accords avec des pays en développement pour aller exploiter et souvent piller les stocks de ces nations, privant parfois les pêcheurs locaux de leur gagne-pain. Les méthodes modernes de pêche sont aussi à l'origine d'un gaspillage honteux. Près de 70% des poissons pris par certains bateaux modernes sont immédiatement rejetés, morts à la mer, parce qu'ils n'ont pas une valeur commerciale suffisante. Et les immenses filets modernes provoquent la noyade de près de 300 000 cétacés par an. Des côtes urbanisées à l'excès. Plus d'un tiers de la population mondiale vit aujourd'hui à moins de 100 km des côtes, ce qui entraîne d'énormes pressions sur le milieu marin, pollution, destruction des milieux naturels suite à l'urbanisation, etc. C'est aussi le long des côtes que les vacanciers aiment se retrouver. Dans les régions les plus visitées, le tourisme de masse est à l'origine de la destruction généralisée des milieux côtiers. Les côtes de Méditerranée accueillent à elles seules quelques 220 millions de touristes chaque année. Des solutions internationales. La protection des mers et des océans dépasse les limites de chaque pays. La pollution s'étend dans toutes les mers du globe. Les animaux marins ignorent les frontières des hommes. Les flottes de pêche circulent d'un bout de l'océan à l'autre. La plus grande partie des mers et des océans est située dans les eaux internationales, qui n'appartiennent à aucun État. Toute solution au problème doit donc passer par des accords internationaux, ce qui explique en bonne partie la lenteur mise à apporter des remèdes aux maux dont souffrent les mers et les océans suite aux actions de l'homme. C'est pas très gai tout ce que j'ai dit, mais bon, en même temps c'est la réalité.
Alors, les îles. Elle est jolie la photo. Alors, il y a îles et îles. Toutes les îles du monde ne sont bien sûr pas semblables. Certaines sont gigantesques comme Madagascar, Bornéo ou le Groenland. L'Australie, considérée comme un continent, est en fait une île elle aussi. Mais il existe dans toutes les mers du monde des millions d'îles beaucoup plus petites. Certaines, isolées par des milliers de kilomètres d'océan, sont appelées les îles océaniques. Une flore et une faune particulièrement ont souvent pu atteindre ces endroits perdus, ici développés en isolement total, donnant naissance à de nombreuses formes de vie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Faible nombre d'espèces. En général, plus une île est éloignée des côtes, moins le nombre d'espèces de plantes et surtout d'animaux y est élevé. Cette règle est particulièrement valable en ce qui concerne les îles qui n'ont jamais été reliées à d'autres îles ou à des continents, comme les îles volcaniques nées suite à l'éruption d'énormes volcans sous-marins dont elles constituent le sommet émergé. Parmi les animaux, les oiseaux et les insectes y sont souvent le mieux représentés. Les reptiles y sont généralement plus rares et les mammifères parfois absents. Les mammifères les plus courants observés sur des îles éloignées sont les chauves-souris. Alors, beaucoup d'espèces sont endémiques. Si le nombre d'espèces est souvent peu élevé sur ces îles, le nombre d'espèces endémiques qui ne vivent nulle part ailleurs est beaucoup plus important. Proportionnellement à leur superficie totale sur la planète, les îles abritent le taux le plus élevé d'espèces endémiques. Dans certains archipels, des sous-espèces propres à chaque île se sont parfois développées. Un des exemples les plus célèbres est celui du pinson des Galapagos, dont il existe une sous-espèce sur presque chacune de ces îles. C'est entre autres cet oiseau qui inspira en grande partie la théorie de l'évolution des espèces formulée au XIXe siècle par le célèbre savant et explorateur anglais Charles Darwin. Envahisseurs en tout genre. La faune et la flore des îles sont souvent soumises aux mêmes menaces globales que les espèces peuplant les continents. Les forêts naturelles sont coupées pour faire place aux cultures, la population humaine augmente, la chasse fait des ravages, la pollution n'y est pas absente. Mais de nombreuses espèces insulaires sont en outre soumises à une pression supplémentaire, à savoir l'introduction volontaire ou non par l'homme d'animaux étrangers. Des rats, des souris et d'autres rongeurs, des chats, des chiens, des cochons, des chèvres, des cerfs, des mangoustes, des belettes et autres mustélidés, des singes, des oiseaux, sans parler d'innombrables insectes, ont ainsi pu conquérir de nombreuses îles. Échappés d'élevage, passagers clandestins des navires volontairement introduits pour lutter contre les serpents ont constitué un garde-manger pour les navires en escale. Tous ces animaux ont causé d'énormes ravages dans les populations des espèces indigènes, qui n'avaient aucun moyen de se défendre contre ces nouveaux venus. Disparition en masse. Les îles océaniques, qui ne couvrent pourtant que quelques pourcents de la superficie de notre planète, sont les habitats naturels qui ont proportionnellement connu le plus grand nombre de disparitions d'espèces. Certaines ont disparu depuis des centaines d'années. C'est le cas entre autres du moa, un énorme oiseau terrestre plus ou moins semblable à l'autruche et qui vivait en Nouvelle-Zélande. Il fut exterminé par les indigènes maoris. Mais le rythme des disparitions s'est accéléré avec l'arrivée des marins, puis des colons venus d'Europe. L'exemple du dodo ou dronte, un oiseau
aptères vivant sur l'île Maurice et qui disparut dès la fin du XVIIe siècle en est un des plus célèbres. Relais océanique. L'isolement de certaines îles au milieu des océans a intéressé les marins depuis des siècles. Ils ont fait de ces bouts de terre des escales fort appréciées. Avec le développement du transport maritime puis celui de l'aviation, un certain nombre d'îles océaniques ont vu leur importance stratégique augmenter. L'homme y a construit des bases militaires, des relais commerciaux, aménagé des pistes d'atterrissage et d'autres installations. Tous ces aménagements se sont souvent effectués au détriment de la faune et de la flore de ces îles. Des îles qui disparaissent. Des îles entières peuvent disparaître. Ce phénomène très rare était jusqu'ici le résultat de catastrophes naturelles, comme l'explosion du volcan Krakatoa en Indonésie qui causa la quasi-disparition de l'île du même nom en 1883. Mais avec le réchauffement global du climat et la montée du niveau des océans qui risque de l'accompagner, de nombreuses îles sont potentiellement condamnées à disparaître dans un avenir pas très lointain. Le premier cas de disparition d'îles suite à l'élévation au niveau des mers a été constaté en l'an 2000 dans l'océan Pacifique. 2 petits atolls coralliens ont purement et simplement disparu sous les eaux. Voilà pour les 3 lieux d'habitat. Donc je vais faire 3 par 3. Comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Du coup moi je vais continuer à lire. Mais je découperai en 3 vidéos. Du coup, je te dis à la prochaine vidéo pour la deuxième partie des lieux d'habitat. En attendant, j'espère que tu es détendu et je te dis à la prochaine. Bye bye.